Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons démarrer notre troisième chapitre, traitant donc le processus de gestion. Pour faciliter la compréhension du processus de gestion, il est utile de se pencher sur quatre concepts fondamentaux. Le système de planification, le système d'organisation, le système de direction et de supervision et le système de contrôle. Donc, généralement, ce processus de gestion, il intègre ces quatre variables fondamentales. Commençons donc par la notion de système de gestion. La notion de système signifie la recherche de plusieurs éléments et la définition des liens complexes qui les unissent les uns aux autres. L'organisation est considérée comme des ensembles constitués de différents systèmes tels que les flux de travail, les dispositifs de production, les politiques de commercialisation, les sources de financement, les structures des effectifs et des rémunérations, les réseaux de communication et les organes de répartition des rôles. Tous ces systèmes qui fonctionnent ensemble constituent une organisation. Rappelez-vous, nous avons étudié en premier semestre les structures ou les configurations organisationnelles. On vous a défini l'organisation comme un ensemble constitué de différents systèmes, tels que notamment les flux de travail, les dispositifs de production, les sources de financement, les structures de rémunération, etc. Et ces systèmes fonctionnent ensemble pour constituer ce qu'on appelle une organisation. Et donc, la notion de système signifie effectivement la recherche de plusieurs éléments et la définition des liens complexes qui les unissent les uns aux autres. C'est ce qu'on va voir donc tout au long de ce chapitre. L'école des systèmes explique les liens entre les parties et précise l'importance d'examiner chaque partie isolée dans le contexte de l'ensemble. Cette démarche est différente de la méthode traditionnelle car elle permet une compréhension du comportement organisationnel. Donc là, il s'agit de considérer l'entreprise comme un ensemble de parties ayant des liens et il s'agit donc notamment d'examiner chaque partie dans le contexte de l'ensemble. Et cette démarche, elle est relativement différente par rapport à ce qu'on a déjà vu préalablement dans la méthode traditionnelle, car elle permet une compréhension du comportement organisationnel. Nous pouvons regrouper les éléments de base des systèmes selon donc l'architecture suivante. Comme vous voyez sur l'écran, il s'agit d'une combinaison des facteurs de production, du processus de transformation, des biens produits et des services assurés. Les facteurs de production ou de prestation de services sont les ressources physiques, humaines, financières et d'information qu'une organisation utilise pour produire des biens et assurer des prestations de services. Donc là, quand on parle des facteurs de production, on fait allusion principalement aux différentes ressources que l'entreprise utilise, que l'organisation utilise pour justement produire des biens ou assurer les prestations de services. Il s'agit notamment des ressources physiques, humaines, financières et d'information. Deuxième élément de base d'un système, c'est le processus de transformation. Le processus de transformation n'est autre que la technologie utilisée par l'organisation pour transformer ou changer les facteurs de production en produits. Donc là, il s'agit de l'ensemble des technologies utilisées par l'entreprise afin effectivement de transformer les facteurs de production ou de les changer quand elle est dans une logique de prestation de services. Les produits, quant à eux, comprennent les biens et les services que l'organisation offre à ses clients sur les marchés. La rétroaction est l'observation des résultats qui influencent le choix des facteurs de production à mettre en œuvre au cours du prochain cycle de transformation. Et donc, à partir de là, on arrive donc à définir
justement le système ou les éléments de base d'un système. Dans un environnement qui change, des facteurs politiques, sociaux, économiques, techniques impactent les objectifs de l'organisation. Prenons donc l'exemple de l'ouverture de l'entreprise sur son environnement que nous avons vu dans le 3e chapitre du premier semestre. Dans une université, par exemple, les facteurs de production et de prestation de services sont les étudiants, les professeurs, les budgets et les dons. L'appui d'une fondation, les bourses de recherche, les bâtiments et toutes choses entrant dans la fabrication de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les enseignants et les administrateurs appliquent donc un processus de transformation, l'enseignement et autres services pédagogiques, tels que l'encadrement ou la recherche, pour transformer les étudiants en personnes instruites. Dans les facultés, les divers membres utilisent différents processus de transformation pour atteindre les objectifs de leur département ou de l'université. Par exemple, les stages en entreprise, les travaux pratiques ou les travaux dirigés, les cours magistraux et les expériences du laboratoire figurent parmi les moyens qu'utilise le corps enseignant. Le produit du système est une personne instruite et formée pour les besoins du marché de l'emploi. Dans une industrie, les différents processus de transformation agissent sur des matières premières en utilisant du matériel et des ressources humaines pour produire des biens en relation avec les besoins des marchés. Donc là, il s'agit principalement du fonctionnement interne et de l'orientation vers l'environnement. Donc là, pour conclure cette partie, il faut bien entendu appréhender le système selon ces 4 perspectives. Les facteurs de production ou de prestation de services, le processus de transformation ou de changement, les biens produits et les services assurés, et bien entendu la rétroaction qui consiste à observer donc l'influence du choix des facteurs à mettre en œuvre au cours du prochain cycle de transformation. Et donc effectivement, il faut jamais oublier que l'entreprise est un système ouvert et que dans un environnement qui change, des facteurs à la fois politiques, sociaux, économiques et techniques peuvent impacter les objectifs de l'organisation et la pousser à modifier donc ses processus de gestion. D'où donc ce qu'on appelle un système de gestion. Donc, creusons davantage pour discuter notamment la question du fonctionnement global des systèmes, en commençant même par celui de l'entreprise. Donc, on va voir la notion de système de gestion avec notamment le fonctionnement global des systèmes et le fonctionnement global de l'entreprise. Commençons donc par le fonctionnement global des systèmes. Le manager efficace n'a pas besoin de tout connaître sur les systèmes existants au sein de son entreprise ou son administration publique. Vu la difficulté d'analyse, il n'est pas censé donc de tout connaître ou de tout comprendre. Mais définir son rôle, les moyens d'action et les objectifs restent importants. Donc un manager efficace n'a pas besoin de tout connaître sur les systèmes existants au sein de l'entreprise, vu la difficulté de les analyser et de les cerner d'une manière exhaustive et entière. Mais définir son rôle, les moyens d'action et les objectifs restent quand même une étape très importante. Le manager analyse les systèmes sur lesquels il souhaite exercer directement son autorité ou qu'il veut comprendre et laissera les autres sous la responsabilité d'un autre manager. À ce sujet, Von Bertalanffy, fondateur de l'école des systèmes, est un homme de science qui a travaillé principalement dans les domaines de la biologie et de la physique, nous a fourni donc des enseignements à ce sujet. Son hypothèse est la suivante. Pour bien comprendre le mécanisme d'une entité, il faut le percevoir comme un système constitué de parties interdépendantes. Donc là, il s'agit, selon Bertalanffy, de considérer l'organisation ou l'entreprise comme un système
ayant donc plusieurs parties, des organes, des éléments constitutifs de la structure globale, et par la suite, il y a donc des effets d'interdépendance entre ces parties et ces organes. Donc, selon effectivement Bertalanffy, un système fermé n'est pas influencé par les effets de son environnement externe, alors qu'un système ouvert est constamment en relation avec son environnement externe. Selon sa théorie, il faut analyser le mécanisme d'une entité dans son fonctionnement global pour mieux comprendre les relations qui existent entre ces différentes composantes ou parties. Voilà donc comment on peut réfléchir le fonctionnement global d'un système. Passons donc à la deuxième composante, c'est le fonctionnement global de l'entreprise. Le fonctionnement des entreprises dépend de facteurs externes et internes. Sur le plan externe, la crise économique mondiale des années 1970, les programmes d'ajustement structurel, la crise de 2007, la mondialisation et autres constituent des étapes difficiles pour tous les pays du monde. Et généralement, on a déjà vu, l'entreprise est un système ouvert en interaction avec son environnement et par conséquent, il y a beaucoup de mutations, de transformations qui impactent l'entreprise au regard aux facteurs externes qui émanent de son environnement. Sur le plan interne, plusieurs difficultés n'ont pas permis de redresser les entreprises victimes à la fois de la crise économique, mais aussi des erreurs de diagnostic, des dysfonctionnements et des insuffisances dans la gestion, ce qu'on appelle les systèmes de gouvernance. Il faut préciser que la principale faille provient de l'absence d'une stratégie clairement définie et conçue à partir d'un diagnostic global et souvent l'inadaptation du management aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles. En effet, la plupart des entreprises, d'une façon générale, souffrent, bien entendu, de l'absence d'une vision des objectifs précis fixés à l'avance. Le pilotage à vue est appliqué dans les situations où l'environnement est incertain ou perturbé, mais il ne peut être appliqué à long terme que si il s'inscrit dans un plan de vol préétabli. De ce fait, un bon système de gestion nécessite les variables suivantes. Un bon diagnostic, tel qu'elle a été étudié en Management 1 avec la matrice SWOT et PESTEL, une planification, donc la stratégie et le système de prise de décision, le chapitre 3 que nous avons, le chapitre 6 que nous avons étudié en premier semestre, une organisation, c'est-à-dire les structures de l'entreprise, les structures organisationnelles de l'entreprise, des modes de direction et de supervision et un système de contrôle. Donc, certains éléments ont été déjà traités lors du premier semestre, notamment dans le programme du Management 1, et d'autres vont faire l'objet d'approfondissement dans le cadre du programme du Management 2. Commençons donc par la définition du processus du management stratégique. Le but de la stratégie est de savoir le devenir de l'entreprise et les moyens pour y parvenir. Ainsi, tout acte opérationnel de l'entreprise doit comprendre ou correspondre à sa vision stratégique. Donc, tout acte opérationnel de l'entreprise, toute pratique, toute action sur le terrain doit correspondre à la vision stratégique de l'entreprise. Ce qui relie les différents domaines de l'activité de l'entreprise est le management stratégique. Ce management stratégique recouvre deux éléments. Un modèle, qui signifie la vision conceptuelle du mode de commandement et des finalités de l'entreprise, c'est-à-dire quel style de management à adopter, des modalités d'exécution, ou par quelle méthode et quel outil on va bien entendu parvenir à l'atteinte de la stratégie. Ce schéma managérial engendre des pratiques réelles et des avantages en prenant l'initiative
dans des domaines décisifs, les techniques et produits innovants, l'écoute du client et l'enrichissement des ressources humaines. Donc voilà, la première étape, effectivement, pour comprendre un bon système de gestion est la définition du processus du management stratégique. Le but de la stratégie, effectivement, est de savoir le devenir de l'entreprise et les moyens pour y parvenir. C'est ce qu'on avait étudié en premier semestre. Ainsi, toute action, toute décision opérationnelle doit correspondre, doit être cohérente et compatible avec la vision stratégique de l'entreprise. À partir de là, plusieurs domaines d'activité de l'entreprise sont reliés grâce au management stratégique, qui repose sur deux éléments. Un modèle, c'est-à-dire une vision conceptuelle du mode du fonctionnement et du commandement de l'entreprise, et les modalités d'exécution, c'est-à-dire les méthodes et les outils nécessaires pour la réalisation des objectifs escomptés, c'est-à-dire la vision conceptuelle. Ce schéma managérial engendre des pratiques réelles et des avantages en prenant l'initiative dans les domaines décisifs, tels que notamment l'enrichissement du capital humain, les techniques d'innovation, l'écoute active des attentes et des besoins des clients, etc. Et finalement, donc, la stratégie peut être définie comme l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions sur le terrain, les actions opérationnelles et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre les dites finalités. Dans les organisations à long terme de l'entreprise, la stratégie joue un rôle majeur, un rôle très important, en tentant d'analyser l'environnement et les évolutions porteuses d'opportunités et de contraintes. Rappelez-vous ce que nous avons vu à travers l'analyse SWOT et l'analyse PESTEL. Donc, il s'agit d'appréhender l'environnement dans sa composante externe et interne de manière à identifier les opportunités, les menaces et les forces et les faiblesses. Deuxième élément en matière du rôle de la stratégie, c'est qu'elle permet à éclairer à partir de ces informations les décisions dans différents domaines: technologie, investissement, produits, structure et mode de gestion. Et enfin, elle permet d'orienter l'entreprise vers des choix fondamentaux tels que la croissance, la diversification, le recentrage ou la reconversion. Et donc finalement, la stratégie s'appuie sur une analyse du changement et sur une méthodologie de décision. Aussi, la stratégie apprend l'adaptabilité de l'entreprise, la prise de risque, la créativité, l'inventivité et l'intuition, comme le souligne Henry Kissinger. Le pari qu'implique la prise de risque fait également appel à l'intuition. Et donc, généralement, on peut définir la stratégie comme l'art de diriger et de coordonner des actions pour atteindre un objectif. Donc là, il s'agit d'un ensemble de pratiques, d'un ensemble de décisions qui ont pour but la direction et la coordination des activités et des actions pour justement permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. La finalité de toute entreprise est de créer des richesses dont la distribution doit être en harmonie avec les désirs de ses dirigeants et des contraintes de l'environnement, notamment les bénéfices, les impôts, les salaires, les frais financiers et l'ensemble des recettes et des dépenses qu'elle a amené à gérer, que vous avez appelé des flux au sens de la comptabilité générale. Elle doit donc vivre et prospérer pour ne pas disparaître. La finalité de l'entreprise, appelée également firme, la finalité de la firme ou de l'entreprise, se concrétise avec la définition des buts et des objectifs. Les buts dans l'entreprise sont soit quantitatifs, soit qualitatifs. Ils sont quantitatifs, comme par exemple le chiffre d'affaires, l'amélioration des bénéfices,
l'augmentation de l'investissement ou des investissements nouveaux à réaliser, la capacité d'autofinancement, etc. L'autonomie financière, la liquidité, la solvabilité, etc. Les buts peuvent aussi être de nature qualitative, notamment l'image de marque, la réputation, la notoriété, le sérieux, la citoyenneté de l'entreprise, son engagement responsable, la qualité du système de gestion, la qualité du management, etc. Les buts sont discutables et souvent arbitraires. Et c'est le chef suprême de l'organisation, ça peut être le patron, le directeur, le conseil d'administration, le directoire, le comité directeur, ainsi de suite. Donc c'est le chef suprême de l'organisation qui doit les définir et les exprimer avec précision. Donc les buts sont généralement discutables, négociables avec l'ensemble des parties prenantes et ils sont souvent aussi arbitraires et c'est le chef suprême de l'organisation qui doit les définir et les exprimer avec précision. Le caractère des buts, c'est justement d'exprimer une politique. Ils sont moins permanents que les finalités et ils sont qualifiés de semi-permanents. La planification ou la planification stratégique est la définition des buts et de la politique dans une entreprise. Le processus de planification stratégique correspond alors à l'activité à laquelle la planification donne lieu. Ce processus peut être complexe car il doit prendre en considération les différentes politiques de l'entreprise, techniques, commerciales, financières, ressources humaines, l'évolution de l'environnement et le montant global des ressources que l'entreprise peut mettre en place pour atteindre ses buts. Selon Anthony, la planification stratégique est l'activité de prise de décision qui concerne les objectifs de l'organisation, les changements de ces objectifs, les ressources utilisées pour atteindre ces objectifs et les politiques relatives à l'acquisition, à l'utilisation et la mise de ces ressources à la disposition des différentes fonctions de l'entreprise. Pour Kantorovitch, les méthodes correctes de planification doivent atteindre le plan optimal en assurant la meilleure utilisation de toutes les ressources et produisant la quantité la plus élevée de biens désirés. Et donc, attention, il faut quand même ne pas mélanger entre but et objectif. Donc, il faut distinguer la notion de but de la notion d'objectif. On considère que le but est la première expression de la finalité de l'organisation qui permet de concevoir un plan, alors que les objectifs sont l'ensemble des mesures qui s'imposent pour atteindre un but donné. La croissance de l'entreprise, par exemple, est un but. La maîtrise du marché est un but. L'objectif se matérialise par une définition quantifiée ou chiffrée d'un but. Si l'entreprise réussit à écouler toute sa production sur un marché, atteindre un chiffre d'affaires de X millions de dirhams, d'euros ou de dollars, et réaliser 50% de part de marché en 2021, elle aura atteint son but. Donc, l'objectif est la définition quantifiée ou chiffrée d'un but. La planification est donc liée en externe à la complexité croissante de l'environnement et en interne à la direction dynamique des hommes et des femmes au travail, à travers notamment ce qu'on appelle la délégation des responsabilités. Donc, en conclusion, il faut dire que la planification est liée en externe à la complexité croissante de l'environnement et en interne à la direction dynamique des hommes et des femmes au travail à travers notamment la délégation des responsabilités. Son rôle est d'assurer la cohérence des actions engagées et d'organiser l'emploi des ressources utilisées. C'est aussi un outil d'aide à la décision et un instrument de contrôle de gestion.
Passons donc à l'analyse des missions au sein d'une organisation managériale. La description des missions est une condition nécessaire à la fixation préalable d'objectifs individuels qui sont eux-mêmes un préalable à l'entretien annuel d'activité au sein d'une organisation. Définir les missions, c'est permettre justement à chacun de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi et pour qui. C'est donner la possibilité à chacun de savoir à quoi sert le poste qu'il occupe dans l'organisation, le service ou l'unité, et dans quel sens orienter son action. Une définition de mission efficace doit faire ressortir clairement ce qui est central, prioritaire et permanent dans le poste. La mission ne décrit pas ce que la personne fait, elle explique en termes de résultats à atteindre les services que la personne doit rendre à l'entreprise. Définie avant pour avoir une compréhension fine des situations, les définitions de fonctions se transforment en grandes missions. Quelles sont donc les questions clés pour définir les missions? Pour définir les missions, certaines questions doivent être posées. Quel est l'intitulé du poste ou la désignation de la fonction? Quelle est la situation de la fonction au sein de l'unité ou du service? Quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service? Que manquerait-il à l'organisation si ce service n'existe pas? À partir de ces questions, on arrive justement à délimiter les périmètres de la mission. Donc d'abord, il s'agit de préciser l'intitulé du poste, ou ce qu'on appelle la désignation de la fonction. De quoi s'agit-il? La situation de la fonction au sein de l'unité de service, donc quelle est son importance? Quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service? Et si le service n'existe pas, quels seront donc les manquements qu'il faut satisfaire? Les articulations de la fonction peuvent être étudiées en posant deux questions principales. Quels sont les liens hiérarchiques qui existent entre les unités et les services? Et quels sont les liens fonctionnels, justement, qui existent entre les composantes de l'unité et des services? Concernant la priorité de la fonction, il s'agit de poser les questions suivantes. Quelles sont les finalités? Quelles sont les raisons d'être d'une fonction au sein de l'organisation? Que manquerait-il à un service si on supprimait une fonction? De manière à vérifier effectivement l'importance de chaque mission et leur cohérence dans l'ensemble. Qu'est-ce qui différencie ma fonction en tant que manager de celle de mes collaborateurs? Donc, comment je peux distinguer les missions propres au manager par rapport aux missions et aux attributions des autres collaborateurs? Quels sont les secteurs clés des résultats que je dois appréhender pour délimiter le périmètre de mon intervention? Et sur quels critères majeurs est évaluer la réussite d'un manager et d'un collaborateur? Enfin, existe-t-il une mission spécifique liée à la personne, liée aux circonstances? Si oui, laquelle? Et comment on peut l'intégrer justement en matière de la définition des missions de tout un chacun au sein de l'organisation managériale? Cette réflexion donc permet de faire sortir les priorités de la fonction et les formuler par des verbes d'action, comme par exemple assurer, engager, prévoir, faire, respecter, contribuer à participer, à proposer, s'il y a donc des responsabilités partagées. Cela permet à la personne de différencier les priorités de son service et celles de sa fonction et de préciser les services attendus par les clients internes ou externes. Et à partir de là, donc, on arrive justement à éclairer
ce qu'on appelle la description ou la définition même des missions. Étant donné que l'analyse des missions est une condition nécessaire à la fixation préalable d'objectifs individuels qui sont eux-mêmes un préalable à l'entretien annuel d'activité au sein d'une organisation ou d'une entreprise. Et justement, la mission, je le rappelle encore une fois, ne décrit pas ce que la personne fait, elle explique en termes de résultats à atteindre les services que la personne doit rendre à l'entreprise. Définir les missions, c'est permettre à chacun de savoir qui fait quoi, comment, pourquoi et pour qui, et donner la possibilité à chacun de savoir à quoi sert le poste qu'il occupe dans l'organisation, le service ou l'unité en question. Et dans quel sens orienter, bien entendu, son action. Donc voilà, je pense que je vais me limiter à ce point et on se donne rendez-vous donc pour la séance prochaine. Je vous demande de lire attentivement le support du cours pour pouvoir suivre avec moi les explications. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à la prochaine séance.